tous, bienvenue dans cette conférence virtuelle. La crise Covid nous a amené à nous adapter et de la même manière, cette crise en fait appelle des réflexions sur les meilleures options pour gérer la fiscalité des sociétés. Nous avons construit cette intervention autour de 3 thématiques. La première thématique traite de la gestion de la fiscalité dans cette période tendue où les sociétés peuvent avoir du mal à payer leurs échéances fiscales, où elles sont amenées à générer du déficit fiscal et où elles se retrouvent dans des situations parfois problématiques vis-à-vis de leurs clients qui auraient des difficultés à les régler. Une deuxième thématique va traiter là des restructurations un petit peu plus lourdes qui pourraient être menées au niveau des sociétés pour renforcer les fonds propres et également pour générer du cash avec l'incidence fiscale qui doit être prise en compte. Oui, tout à fait, David. Et c'est là qu'on va vous parler du projet de loi de finances pour 2021, puisque dans ce projet de loi de finances, il existe des mesures incitatives pour encourager ces opérations donc, de restructuration et de renforcement des capitaux propres de vos sociétés. Donc, nous en parlerons et nous parlerons à la fin de cette présentation. Je vous présenterai les quelques mesures de ce projet de loi de finances 2021. Pas de grande réforme, pas de restructuration de la fiscalité, mais des mesures significatives à notre sens qu'on souhaitait partager avec vous. Donc, je passe la parole à David pour vous parler des impacts fiscaux de cette crise. Merci Fabrice. Première thématique, comment, dans cette période de crise, gérer tout simplement votre fiscalité. On l'avait indiqué, dans une situation où la trésorerie est tendue, les entreprises peuvent être tentées de ne pas régler leurs échéances fiscales courantes. Un décret du 6 août 2020 est venu mettre en place en fait, une solution pour les sociétés qui auraient du mal en fait, à payer leurs dettes fiscales. Et ce décret prévoit que les entreprises peuvent solliciter un plan de règlement étalé de leurs échéances fiscales intervenues entre le 1er mars et le 31 mai 2020. Alors, quels sont les bénéficiaires? Il s'agit des TPE-PME au sens communautaire, qui sont à jour de leur obligation fiscale, point important, de leur obligation fiscale déclarative, bien évidemment, qui attestent sur l'honneur avoir sollicité, en fait, de la part de leur autre fournisseur, un plan de règlement étalé. Typiquement, les fournisseurs qui vendent des marchandises, il faut également que l'entreprise aille les solliciter pour que ces fournisseurs acceptent des délais de paiement. En termes de dette fiscale, on va parler de la TVA et du prélèvement à la source dû au titre des mois de février à avril 2020, qui aurait dû être versé de mars à mai 2020. Il s'agit également du solde d'IS et de CVAE qui devait être versé entre mars et mai. Alors attention, on parle bien des dettes courantes intervenues entre mars et mai. Autrement dit, les dettes liées à un redressement fiscal ne sont pas visées. Les modalités, alors c'est vrai qu'elles sont assez complexes puisqu'il faut d'une part une demande formulée à l'administration fiscale. Il faut fournir des garanties si on demande un plan d'étalement qui va au-delà de 12 mois. Cette durée, elle est plafonnée à 36 mois et il y a un arrêté du 7 août qui a prévu en fait un mode de calcul de l'endettement de la société pour voir si le comptable public accordera un délai de 12, 24 ou 36 mois. Bien évidemment, il y a des sanctions si l'entreprise arrête de régler ses dettes fiscales courantes. Fabrice, je ne sais pas ce que tu penses de ce dispositif. Est-ce que par rapport aux clients de BDO, tu vois des pistes à envisager? Oui, effectivement. Donc, c'est une mesure qu'on accueille favorablement, mais pour autant, vous savez que nous accompagnons déjà les clients pour essayer de négocier auprès de l'administration fiscale l'étalement de vos dettes fiscales. Donc, c'est ce contact avec l'administration fiscale, je pense, David, qu'il faudra continuer à le faire, puisque ces dispositifs soumis à des conditions, à des garanties, n'existent pas lorsqu'on va effectivement de bonne foi voir négocier avec l'administration fiscale. Donc je pense qu'il faudra mesurer l'opportunité d'appliquer ces dispositions. Ces dispositions, tout à fait Fabrice. Alors on parlait des sociétés qui ont des difficultés de trésorerie et ces difficultés de trésorerie, bien évidemment, elles sont liées à tout simplement une baisse en fait, du chiffre d'affaires, ce qui veut dire que très probablement en fait, les sociétés vont être amenées à la clôture de l'exercice 2020 à constater des déficits fiscaux qui peuvent être significatifs. Et c'est là où il va falloir se poser la question de savoir comment finalement on va pouvoir utiliser ces déficits. Bref rappel, lorsqu'une société génère un déficit fiscal, elle a 2 possibilités pour l'utiliser. Soit elle reporte en avant son déficit, et c'est ce qu'on appelle la mécanique du carry forward. Ce déficit va venir tout simplement s'imputer sur les profits qui seraient générés au cours des années suivantes. Soit
on opte pour ce qu'on appelle le carry back, le report en arrière du déficit. Et alors à ce moment-là, l'entreprise qui génère un déficit en année N va avoir la possibilité de reporter sur le bénéfice de l'exercice N-1 ce déficit avec malheureusement un mécanisme de plafonnement puisqu'on ne peut pas imputer du déficit sur le bénéfice de l'exercice passé au-delà d'1 million d'euros. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail et dans les chiffres, s'agissant du report en avant, ce report en avant des déficits, il est illimité dans le temps. Mais vous avez ce qu'on appelle un mécanisme de plafonnement qui a été mis en place au début des années 2010. On vous dit que ce déficit ne peut pas être imputé sur un montant supérieur à 1 million, majoré de 50% de la fraction du bénéfice qui excède ce seuil. Petit exemple pour que ce soit plus parlant. Une société dont l'exercice coïncide avec l'année civile réalise au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020 un bénéfice de 1 200 000 euros. Et le déficit qu'elle a subi en 2019, on imagine qu'il s'élève à 1,5 million. Le déficit ne va être imputable sur l'exercice 2020 qu'à hauteur de 1 100 000 euros. Pourquoi 1 100 000 euros 1 million, le seuil du plafonnement, plus 50% de la différence entre 1,2 million, le bénéfice réalisé, et 1 million. Et donc, il lui restera une quote-part de déficit de 400 000 euros qu'elle pourra continuer à reporter en avant. S'agissant du report en arrière, toujours pour rentrer un petit peu plus dans le détail des chiffres, il ne peut être imputé que sur le bénéfice de l'exercice qui précède immédiatement l'exercice déficitaire, avec une limite également là de 1 million d'euros. On rappelle également que lorsque vous avez certains événements lourds sur des sociétés tels qu'une cessation totale d'entreprise, une fusion, une liquidation judiciaire, le report n'est plus possible. En principe, le remboursement d'une carry-back, c'est-à-dire cette créance qui naît du fait du report en arrière du déficit, ce remboursement, il ne peut intervenir qu'au bout de 5 ans. C'est-à-dire que si vous avez une société qui réalise un déficit de 500 000 euros, qu'elle impute sur un bénéfice passé de 1 million d'euros, elle a une créance qui naît sur le Trésor. Cette créance, elle va pouvoir l'utiliser pour le paiement de l'impôt des 5 années à venir, et si elle n'a pas pu l'utiliser, à ce moment-là, au bout de 5 ans, le Trésor public la lui rembourse. Les entreprises qui sont en difficulté, donc RJ notamment, Sauvegarde, peuvent-elles demander un remboursement immédiat? Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que le projet de loi de finances pour 2021 étend à toutes les entreprises, même celles qui ne sont pas en difficulté, la possibilité de demander un remboursement en fait immédiat. Alors, comment ça va marcher en pratique? Les sociétés peuvent avoir déjà depuis 2015, 16 ou 2017 des créances de carry-back qu'elles n'ont pas pu utiliser. Elles peuvent également être amenées à constater sur l'exercice clos au 31 décembre 2020 un déficit. Ce qui va se passer, c'est que pour les créances qui correspondent à des options pour un report en arrière exercé en 15, 16, 17, 18, 19, la société va pouvoir demander, avant le 21 mai 2021, ce que ces créances lui soient remboursées. Pour les déficits qui naîtraient en 2020, là, le gouvernement a mis en œuvre une mesure qui est beaucoup plus intéressante, puisque le projet de loi de finances prévoit tout simplement que dès la clôture de l'exercice 2020, la société, si elle a réalisé un déficit, elle peut en demander le remboursement. Ce qui veut donc dire qu'une société qui clôturait par exemple son exercice comptable en octobre 2020, elle va pouvoir dès le 1er novembre 2020 demander le remboursement sur la base en fait du déficit qu'elle a anticipé, puisque bien évidemment entre le moment où on a la clôture de l'exercice et le moment où on arrête les comptes, vous allez avoir 2 à 3 mois. Donc c'est sur la base d'un déficit anticipé que l'entreprise demande le remboursement de sa créance d'impôt. Et si effectivement ce déficit apparaît être légèrement inférieur à ce qui était prévu, il y a une petite sanction, un intérêt de retard et une majoration. Autre problématique, outre le remboursement en fait de ces créances fiscales, l'autre question qu'il va falloir se poser, c'est de savoir, mais finalement mon déficit fiscal que j'ai généré pendant cette période de crise, si je n'ai pas pu l'imputer en arrière parce que je n'avais pas fait de profit l'exercice précédent, qu'est-ce que je vais en faire dans les exercices à venir? Comment je vais le gérer? Et alors là, il faut faire assez attention parce que j'ai précisé que ce déficit, il était reportable en avance sans limite de temps, mais là où il y a une petite condition, c'est qu'on vous dit qu'il ne faut pas que l'entreprise abandonne son activité ou change d'activité
Et on a un certain nombre de seuils particulièrement précis qui sont prévus dans le Code général des impôts. Et alors ça, j'attire vraiment votre attention parce que souvent, on a des sociétés qui essayent de se diversifier, qui se disent c'est pas grave, si je fais du profit sur ma nouvelle activité, je pourrais utiliser mon déficit que je reportais en avant. Et en cas de contrôle fiscal, l'administration peut tout à fait vérifier si les conditions de l'identité d'activité ont été respectées. Idem, vous pouvez vous dire, je vais faire absorber ma société déficitaire par une société de mon groupe qui est bénéficiaire. Alors là encore, il faut savoir que ce type d'opération nécessite, lorsque le déficit est supérieur à 200 000 euros, ce type d'opération nécessite un agrément fiscal. Et il faut que la société absorbante s'engage à reprendre l'activité de la société absorbée. L'administration fiscale, en fait, ne veut pas que les sociétés au sein de groupes s'amusent à jouer avec les déficits fiscaux, en d'autres termes. Alors, c'est un aspect dont il faudra vraiment prendre en compte, en fait, dans le cadre de la crise Covid, puisque vous avez des sociétés qui vont pouvoir être amenées à réorienter leur activité pour essayer de s'adapter, qui pourront peut-être se dire je n'ai plus besoin d'avoir 3, 4, 5 entités au sein de mon groupe, je vais les fusionner en rapatriant le déficit. Ces opérations donc, devront être analysées de manière extrêmement précise. Dernier point, toujours sur ces problématiques de gestion fiscale de la crise, les problématiques de traitement en fait, de vos provisions que vous pourriez être amené à doter. Fabrice, quelques mots déjà sur l'aspect comptable avant de passer à l'aspect fiscal. Bien sûr, tout à fait. Donc, aux prochaines clôtures des comptes, nécessairement, il va y avoir des réflexions sur le montant des provisions. Compte tenu des difficultés rencontrées par nos entreprises face à cette crise, les créances clients mériteront effectivement une attention toute particulière pour savoir si une provision déjà comptable doit être comptabilisée dans vos comptes. Donc je rappelle que sur le plan comptable, une provision va être comptabilisée dès lors qu'il existe à la clôture des comptes une obligation envers un tiers qui va générer donc une sortie de ressources sans contrepartie. Et surtout, il va falloir essayer de voir si cette sortie de ressources, on peut avoir une méthode d'estimation qui soit suffisamment fiable. Et c'est sur ce dernier critère que toute l'attention devra être portée. Alors, sur le plan fiscal, le Code général des impôts prévoit également des conditions de déductibilité fiscale d'une provision qui aurait été dotée sur le plan comptable. La provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible. La perte doit être nettement précisée. Autrement dit, il faut créance par créance regarder s'il y a un risque de perte. La perte ou la charge doit être probable. Il faut surtout que le risque de perte, il existe toujours à la clôture de l'exercice. Et bien évidemment, il faut que la provision qui fait face à une créance, il faut bien que cette créance soit inscrite à l'actif du bilan de l'entreprise. Si on s'intéresse plus particulièrement aux provisions que vous allez être amené à passer sur des créances sur vos clients, deux cas de figure sont envisageables. Premièrement, vous avez une créance qui est douteuse parce qu'elle est compromise en raison de la mauvaise situation financière du débiteur. Vous sentez que votre client, du fait de ses difficultés financières, ne va pas pouvoir vous régler. Deuxième cas de figure, la créance est litigieuse. Et là, en fait, votre créance, elle est compromise non pas du fait de la situation financière du débiteur, mais parce que ce dernier, en fait, conteste, par exemple, la prestation qui lui a été, que vous lui avez rendue. Ces provisions sont déductibles si le risque de non-recouvrement est nettement précisé, créance par créance. Alors, la jurisprudence admet, on va dire, par tolérance, que lorsque vous avez une société qui édite un nombre extrêmement important de factures, on puisse procéder par méthode statistique. Mais la règle générale, quand même, c'est bien de regarder créance par créance. Alors, quelques exemples de redressement que le cabinet a pu suivre à La Réunion. Premier cas, une société a comptabilisé alors d'abord des provisions et ensuite des pertes sur créance de loyer impayé. Il s'agissait de cas où en fait vous aviez un bailleur et un locataire qui faisaient partie d'un même groupe. Le locataire ne payait pas depuis de nombreuses années ses loyers à sa société sœur. D'abord le bailleur commence à doter une provision, puis il passe une perte. La société bailleur, qui est redressé par l'administration fiscale, argue qu'effectivement elle a été amenée à provisionner parce que le locataire se situait dans une zone où l'activité était faible. Le bailleur a également indiqué à l'administration fiscale que le locataire avait des difficultés, mais l'administration fiscale a considéré que le fait tout simplement d'accepter d'avoir des loyers comme ça impayés pendant de nombreuses années équivalait tout simplement à un abandon de créance non déductible consenti par le bailleur au locataire. Alors,
le cabinet a eu une décision assez intéressante de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Alors, il s'agit d'une commission que vous pouvez saisir, en fait, avant d'aller devant le tribunal administratif. Et alors, cette commission a rendu une décision qui se fonde sur un vieil arrêt du Conseil d'État de 1975. Et la commission nous dit que la circonstance que des créances demeurent impayées depuis plusieurs années permettait de regarder le risque de perte des dites créances comme nettement précisé, sans que le contribuable ait dû nécessairement justifier de poursuites engagées contre la généralité de ses débiteurs. Alors, il s'agit à ma connaissance d'une décision totalement inédite, alors qui n'est pas en plus publiée, puisque les audiences de commission départementale ne sont pas publiques. Alors, il faut quand même être, à mon avis, très très prudent, parce que la commission, à mon sens, dans ce cas de figure, a eu une appréciation extrêmement souple des conditions de déductibilité. Autre cas de figure, toujours là un redressement, où une société a doté des provisions pour créances pour clients douteux. Le service vérificateur nous dit que les difficultés financières du débiteur justifient la constitution d'une provision pour créances douteuses uniquement dans l'hypothèse où des éléments précis permettent d'établir que son insolvabilité est probable. Et l'inspecteur ajoute que l'insolvabilité notoire du débiteur doit être établie. Et dans ce cas de figure, l'inspecteur a relevé qu'il y avait une absence dans le dossier de justificatif de recherche de recouvrement. Il y avait simplement eu des relances, mais sans avis de réception, et également des rejets de chèques impayés pour l'administration. Ce n'était pas suffisant et c'est un contentieux qui est toujours en cours. On incitera donc, Fabrice, à mon avis, ce qui est vraiment important dans cette période de crise, c'est d'inciter les clients vraiment à faire cet effort. Oui, tout à fait. À suivre effectivement vos relances et effectivement engager un process pour effectivement pouvoir justifier de la créance douteuse et donc de pouvoir justifier de la déduction que vous allez faire sur le plan fiscal par la suite. Et il ne faut pas s'imaginer que l'administration aura nécessairement une attitude extrêmement souple. Pourquoi ? Parce que les contrôles fiscaux, ils interviendront dans 2 ou 3 ans. Dans 2 ou 3 ans, on peut l'espérer, la crise sera passée. Et à ce moment-là, je ne suis pas persuadé que l'administration fiscale fasse preuve d'énormément de souplesse. On en vient à la deuxième thématique, où là, on va toucher plus uniquement à de la gestion fiscale courante, mais on va s'attaquer à des possibles mesures de restructuration de groupes pour faire face à la crise. Oui, tout à fait. Les sociétés qui vont rencontrer effectivement des difficultés auront effectivement comme axe d'améliorer ou de faire très attention à leurs fonds propres. Et la première mesure qu'on veut exposer, c'est la réévaluation libre. Alors, elle consiste en quoi ? Elle consiste en une opération d'abord comptable, de réévaluer effectivement les actifs mobilisés de la société pour faire apparaître au bilan les valeurs réelles, puisque en principe, ces immobilisations sont à l'actif pour leur valeur historique. Ce dispositif s'applique à l'ensemble des actifs de la société, les actifs corporels, financières, mais ne vise pas les actifs incorporels, les immobilisations incorporelles, le stock et les valeurs mobilières de placement. Comptablement, ça va se traduire par une comptabilisation de la valeur réévaluée de l'actif et un écart de réévaluation correspondant à la différence entre votre valeur réactualisée et la valeur historique des actifs dans les comptes va être comptabilisé au passif dans les capitaux propres. Donc mécaniquement, une augmentation de vos fonds propres sans flux financier. Attention néanmoins, un impact fiscal. Oui, tout à fait. Alors cette mesure que vient de vous présenter Fabrice, qui existe depuis 1984, elle est particulièrement intéressante lorsque vous avez des sociétés qui ont des fonds propres négatifs. Sociétés qui peuvent se dire, sur les prochaines années, je ne serai pas en mesure de générer un flux de résultats comptables positifs suffisant pour éponger mes pertes. Et là, il y a en quelque sorte un effet magique de la réévaluation libre, puisque vous regonflez votre bilan, vous faites apparaître en fait toutes les plus-values latentes que vous pouviez avoir sur des constructions ou sur des biens mobiliers. Une des conséquences négatives, malheureusement en matière fiscale, c'est que cet écart de réévaluation, il est taxé immédiatement. Et c'est là en fait où le projet de loi de finances pour 2021 apporte une solution qui est intéressante, puisque il est prévu que, de manière optionnelle, les sociétés qui procéderaient à une réévaluation libre de leur bilan puissent demander tout simplement à ce qu'elles ne soient pas imposées immédiatement. Alors, comment ça va se passer concrètement ? La société, on l'a dit, elle doit réévaluer
tous ces actifs en bloc, sauf les actifs incorporels. Le fonds de commerce, par exemple, ne se réévalue pas. Donc elle va pouvoir réévaluer des immobilisations amortissables et elle va pouvoir également réévaluer des immobilisations non amortissables, un terrain par exemple. S'agissant des immobilisations non amortissables, ce qui se passe, c'est que le projet de loi de finances prévoit un mécanisme de sursis d'imposition. Autrement dit, vous n'êtes pas taxé, vous ne serez taxé éventuellement un jour que si vous cédez ce terrain. Sur un plan fiscal, donc imaginons un terrain qui est à votre actif historiquement pour 100 000 euros. Ce terrain aujourd'hui, du fait de l'augmentation des prix du foncier, il vaut 400 000 euros. Vous réévaluez ce terrain et vous faites donc apparaître un actif qui vaut 400 000 euros et non plus 100 000 euros. Cet écart de réévaluation de 300 000 euros, il n'est pas taxé. On peut imaginer par contre que dans les années à venir, la valeur du foncier baisse. Et donc que votre terrain qui était à 400 000 euros, il redescende à 300 000 euros. Sur un plan comptable, vous serez amené à provisionner, à passer une provision de 100 000 euros. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan fiscal, à ce moment-là, cette provision pour dépréciation que vous seriez amené à passer, d'un point de vue comptable, fiscalement, elle ne sera pas déductible. Et c'est tout à fait normal que cette provision ne soit pas déductible, puisque, on l'a dit, vous n'êtes pas taxé sur l'écart de réévaluation. Sur un plan fiscal, la provision, si vous voulez en passer une, elle ne pourra être passée que sur la valeur non réévaluée. Autrement dit, pour reprendre mon petit exemple, on imagine que le prix du foncier est monté à 400 000 euros. On imagine, je ne le souhaite pas, que le prix du foncier s'effondre et que le terrain repasse à 50 000 euros. Vous pourrez là, à ce moment-là, passer une provision fiscalement déductible à hauteur de 100 000 moins 50 000 euros. S'agissant des immobilisations amortissables, donc des constructions, le projet de loi prévoit en fait un étalement de cet écart de réévaluation sur 15 ans. Et pour les autres immobilisations, donc les biens meubles corporels, cet étalement, il n'est que de 5 ans. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que finalement, l'étalement des constructions sur 15 ans, il est quand même, cette durée, elle est inférieure à la durée comptable d'amortissement, généralement. Oui, tout à fait, elle est un peu inférieure. Donc, effectivement, il risque d'y avoir des retraitements fiscaux par rapport au traitement comptable et à la différenciation donc, de la fiscalité. Alors, quels peuvent être, si on essaie de faire une petite synthèse, les inconvénients quand même de ce dispositif de réévaluation? On l'a dit, ça vous gonfle votre bilan, vous n'avez pas d'impact fiscal immédiat. L'une des contraintes, c'est que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas aller choisir les actifs que vous allez réévaluer. En matière de participation, il faut également faire attention parce que lorsque vous allez réévaluer, vous réévaluez nécessairement vos fonds propres et donc ça aura un impact pour les salariés négatif puisque ça va baisser la réserve spéciale de participation. Dernier point où le texte n'est pas très clair, c'est le traitement des titres de participation. Donc ce sont des titres de filiales, vous avez une filiale à 100%. On imagine que historiquement c'est valorisé à 100 000 euros alors que votre filiale elle vaut 1 million d'euros. Si vous n'optez pas pour le dispositif optionnel de sursis d'imposition, ce qui va se passer, c'est que votre écart de réévaluation de 900 000, je l'avais indiqué, il est taxé immédiatement. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette réévaluation de titre de participation, elle ne bénéficiera pas du régime que l'on connaît en cas de cession de titre de participation, qu'on appelle le régime des plus-values à long terme, où vous n'êtes taxé qu'à 4%. Lorsque vous réévaluez, c'est bien une taxation au taux plein pot de l'IS. Et là où il y a un doute dans le projet de loi de finances qui devrait être clarifié dans les débats parlementaires, c'est qu'on ne sait pas finalement si lorsque l'on opte pour le sursis d'imposition sur l'écart de réévaluation lié à des titres de participation, on n'est pas certain en fait, le jour où on va céder ces titres de participation, du mode de calcul du taux d'imposition de cette plus-value. Donc ça, ce sera un point qui devra être suivi. Première mesure, donc, gonfler le bilan, mais Fabrice, tu l'as indiqué, gonfler un bilan, malheureusement, ne permet pas de générer du cash. Alors, autre mesure envisageable, cette fois-ci, une cession d'actifs. Oui, il y a une autre mesure qui vous permettrait effectivement d'améliorer vos fonds propres et en plus d'avoir donc un flux financier et de rentrer donc de la trésorerie. C'est l'opération de la stand-by, donc le leaseback. Quelle est cette opération? Vous avez à votre actif un immobilier professionnel que vous allez pouvoir le céder à une société de crédit bail immobilier qui va immédiatement mettre en place un contrat de crédit bail pour vous faire retrouver, vous, propriétaire de ce bien, finalement la qualité de locataire. Et cette opération, effectivement, vous permet donc de dégager le cash par rapport à la cession de l'actif, mais en contrepartie, il va falloir également supporter l'impôt
sur la plus-value de cession de cet élément d'actif. Et c'est là qu'effectivement, on peut se poser la question des opportunités. Oui, tout à fait, puisque le projet de loi de finances, article 6 du projet de loi de finances pour 2021, va en fait permettre aux sociétés qui céderaient un actif d'exploitation à un établissement de crédit bail, en fait, de ne pas être taxées immédiatement, mais d'étaler l'imposition de cette plus-value sur la durée du contrat de crédit bail, sans pouvoir excéder une durée de 15 ans. C'est une mesure en fait, qui avait déjà été mise en place à l'époque de la crise de 2008, des années 2008-2009. Et à mon sens, qu'il faudra à nouveau là étudier de manière détaillée au sein des groupes, parce que ça permet en fait à l'entreprise de conserver, on va dire, le contrôle de son actif d'exploitation par le biais du contrat de crédit bail, tout en générant du cash. Alors, deux points d'attention. D'une part, ce type d'opération, vous ne pouvez le faire qu'entre le 28 septembre 2020 et 2022. Idem d'ailleurs pour votre évaluation libre du bilan, que vous ne pouvez effectuer en neutralité fiscale que jusqu'au 31 décembre 2022. Et un autre point, c'est que ce dispositif ne vise que les immobiliers d'exploitation. Autrement dit, les immeubles de rapport, les immeubles de placement, mais typiquement à La Réunion, toutes les sociétés qui ont en fait défiscalisé dans du logement intermédiaire, ce type d'actifs, il ne bénéficie pas en fait du dispositif de faveur. Je te passe la parole maintenant, Fabrice, pour aller maintenant nous présenter les mesures fiscales peut-être plus spécifiques. Oui. Donc, vous présentez un petit peu dans ce projet de loi de finances pour 2021, donc présenté au Conseil des ministres fin septembre, donc tout récemment. Donc, on en est au stade du projet. L'idée, ça va sûrement évoluer, c'était de faire un petit peu un focus sur quelques mesures qui nous paraissaient significatives et intéressantes d'échanger avec vous. Alors, première mesure, et peut-être même plutôt une absence de mesure, c'est que le projet de loi de finances 2021 ne revient pas sur la baisse du taux de l'IS, qui avait été déjà initié pour la loi de finances 2020. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Il y a donc un maintien de la trajectoire de baisse du taux de l'IS qui va être de 26,5% à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2021 pour arriver à 25% pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022. Donc, les grandes entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros sont-elles pour l'année 2021 avec un taux de 27,5%, mais arriveront, comme toutes les entreprises, à 25% au 1er janvier 2022. À noter également le maintien donc, pour les particuliers de la baisse sur la taxe d'habitation. Deuxième mesure, il s'agit en fait, dans ce projet de loi de finances pour 2021, d'une baisse sur les impôts dits de production. Donc, trois axes par rapport à cette baisse que je vous énonce assez rapidement. C'est une réduction de 50% sur la CVAE, donc la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, dont le taux effectivement est divisé par 2 pour le calcul de cette contribution. Une baisse de 50% également concernant donc la CFE et la taxe foncière sur les propriétés bâties des établissements industriels. Alors pour rappel, donc, la valeur locative de ces biens donc, résulte d'une valeur historique qui est réactualisée avec des coefficients qu'on appelle taux d'intérêt. Et c'est ce coefficient de réactualisation qui a été divisé par 2. Il était donc de 8%. Il a été ramené à 4% pour la détermination donc, de la valeur locative des établissements industriels. Et enfin, dernière mesure, pour effectivement surtout garantir une effectivité aux deux mesures précédentes, c'est une diminution du taux dans le calcul du plafonnement de la CET, qui comprend donc effectivement en composant la CVAE et la CFE. Normalement, ce plafonnement est calculé à un taux de 3% de la valeur ajoutée de l'entreprise. Il est ramené à un taux de 2%. Suite à ces mesures, nous avons effectivement une mesure d'exonération temporaire concernant la CFE pour la création d'établissements ou l'extension d'établissements. Donc c'est une exonération sur une durée de 3 ans qui concerne à la fois les locaux professionnels et industriels. Et donc elle va s'appliquer à compter donc, des impositions et des établissements ouverts à compter du 1er janvier 2021. Mais avec une condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une délibération qui soit prise en conseil municipal pour que vous puissiez bénéficier de cette exonération. Donc, à voir si les collectivités vont jouer le jeu sur le sujet. Un autre point d'actualité dans ce projet de loi de finances pour 2021, la création ici d'un régime de groupe de TVA. Alors, qu'est-ce que c'est que ce régime de groupe de TVA ? Il s'agira donc
pour plusieurs entités de désigner un assujetti unique qui sera redevable de la TVA et elle aura pour membres des assujettis d'un même État membre qui auront entre elles des liens étroits sur un plan financier, économique et organisationnel. Alors, ce régime de TVA ne concerne que la TVA, elle ne concerne pas l'IS, pas les prix de transfert et ne concerne pas non plus la taxe sur les salaires, alors que c'est un corollaire, on aurait pu penser qu'effectivement, il y aurait un lien entre ces deux. Mais ce n'est pas le cas. Donc, qui pourra faire partie de ce régime de TVA? D'abord, ce sont les assujettis à la TVA, les assujettis qui seront établis en France, donc pas possibilité d'avoir un régime de TVA qui serait transfrontalier. Et il faut que les membres de ce régime, de ce groupe de TVA, qui seraient indépendants juridiquement, il faut que ces membres aient entre eux des liens étroits sur un plan économique, financier et organisationnel. Comment mettre en place ce régime? Il s'agira d'un régime donc ici optionnel. Donc une option devra être exercée au plus tard le 30 octobre de l'année N-1 pour une application au 1er janvier de l'année N. Avec une durée effectivement d'application. Alors l'entrée en vigueur du dispositif est prévue à compter du 1er janvier 2022 pour pouvoir donc exercer l'option avant la fin octobre 2022 et une mise en application effective d'un régime de TVA au 1er janvier 2023. Donc, alors attention à un point de commentaire, Fabrice, il ne s'agit pas d'un régime de groupe comme on le connaît en matière d'impôt sur les sociétés. Autrement dit, en matière d'impôt sur les sociétés, vous avez le régime de l'intégration fiscale qui va vous permettre de compenser les profits et les pertes. Ici, en matière de TVA, on ne consolide pas tout, puisque vous pouvez tout à fait avoir un groupe avec des assujettis à la TVA qui ont des taux de récupération de TVA qui seraient différents. Donc c'est effectivement une notion qui va permettre de centraliser le paiement, mais vous ne consolidez pas de la même manière que vous le faites en intégration fiscale. Pour poursuivre, Fabrice, je crois que tu voulais nous parler d'une décision qui peut être intéressante à La Réunion pour les bailleurs en matière de TVA. Tout à fait, David. Et dans la continuité, donc toujours sur le sujet de la TVA, donc il s'agit d'un arrêt récent, d'une décision récente donc, du Conseil d'État du 9 septembre. Quels étaient les faits? Donc c'est une SCI, EMO, qui avait effectivement opté pour l'assujettissement des loyers à la TVA. Il s'agissait de la location de locaux professionnels nus, donc a priori exonérés de TVA. Dans l'immeuble détenu par cette SCI, le rez-de-chaussée était donné en location à un cabinet d'assurance, donc activité exonérée de TVA, et l'étage était donné en location à un cabinet comptable, activité taxable à la TVA. Et dans la lettre d'option, la SCI EMO avait clairement stipulé que l'option allait porter sur les loyers des locaux donnés au cabinet comptable, à l'exception de celui donné donc, au cabinet d'assurance. L'administration fiscale, lors d'un contrôle, fait un rappel de TVA parce qu'elle considère, quant à elle, que l'option à la TVA doit être envisagée globalement et donc elle ne pourrait être faite que dans son immeuble, dans son intégralité et non pas local par local. La problématique était donc effectivement de savoir si l'option prévue à l'article 261.2 du CGI était possible local par local ou devait-elle s'appliquer de façon globale. Le Conseil d'État confirme la décision qui avait été prise par la Cour administrative d'appel de Bordeaux en disant que la SCI ayant opté et ayant clairement désigné dans sa lettre d'option les locaux visés par son option à la TVA, cette option ne pouvait pas être étendue aux autres locaux. Et le Conseil d'État confirme et indique que en fait, ce régime résulte d'une transposition de la directive TVA qui permet aux États membres d'ouvrir un droit d'option aux bénéficiaires d'exonération de TVA. Et elle dit que si effectivement les États membres peuvent instituer un droit d'option, ils ne peuvent pas rajouter des mesures complémentaires ou des conditions pour bénéficier de l'exonération. Donc, bien avoir en tête qu'il s'agit d'abord d'une exonération par principe et que donc là, l'exception liée à l'option peut être effectivement effectuée local par local. Donc sur cet aspect, il conviendra, donc s'il s'agit d'une décision récente, mais d'étudier l'opportunité de voir sur les options qui ont déjà été réalisées s'il y a possibilité effectivement de venir corriger et de faire des options peut-être corriger les options et les établissements visés par la TVA. Alors le débat là-dessus effectivement n'est pas tranché puisque théoriquement l'option une fois qu'elle a été exercée, vous devez attendre la fin de la période d'option, mais c'est vrai que cette décision finalement du Conseil d'État, elle serait privée d'effet utile, de portée utile, si on ne pouvait pas rectifier pour les options qui sont en cours. Tout à fait. Donc à suivre et à étudier les opportunités.
Un petit mot sur la suppression de la formalité d'enregistrement obligatoire pour les actes de société. Là aussi, donc, on est plutôt dans une continuité des décisions des années précédentes. Donc, mesure de simplification. Aujourd'hui, les actes de société liés aux augmentations et réductions de capital ne seront plus obligatoires soumis à l'enregistrement, sauf augmentation de capital en nature. Il s'agira de même pour la création de GIE. Et le texte précise que pour les autres actes de société qui restent soumis à l'obligation, vous pourrez néanmoins procéder à vos formalités sans avoir préalablement enregistré l'acte. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire la formalité auprès du greffe et enregistrer votre acte dans le délai d'un mois comme prévu, mais sans que le greffe ne vous exige nécessairement l'acte enregistré au préalable. Alors l'objectif, effectivement, là, du gouvernement, c'est, on va dire, d'accélérer la réalisation des formalités de publicité. Parce que c'est vrai que souvent, on constate, on va dire, une accumulation de retard. Les sociétés, parfois, peuvent un peu traîner avant d'aller déposer les actes à l'enregistrement. Il peut y avoir du retard à l'enregistrement. Le dossier ensuite est transmis. On prend un peu de temps pour l'emmener au greffe. Et c'est vrai que parfois, on peut se retrouver comme ça à avoir des cabis qui, 2, 3 ou 4 mois après, ne sont toujours pas à jour. Après, vous pouvez aussi toujours ne pas oublier que l'enregistrement d'un acte, alors même que cet enregistrement ne serait pas obligatoire, il est toujours possible. L'intérêt, c'est quoi? C'est que vous présentez votre acte volontairement et vous avez une date certaine. Dernier point, Fabrice. Un dernier point. Alors, on n'est pas là sur le projet de loi de finances 2021, mais sur la loi de finances rectificative, la troisième loi de finances rectificative pour 2020. Donc, c'est une mesure temporaire d'exonération des droits de mutation sur des dons familiaux en argent. Alors, cette mesure vise à exonérer les dons d'argent au sein d'un ascendant vers un descendant à hauteur de 100 000 euros. Néanmoins, il est soumis à une condition, c'est que cette exonération sera applicable que si les fonds reçus sont affectés dans les 3 mois qui suivent le transfert, soit à une souscription au capital d'une PME, soit à des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale ou à la construction de la résidence principale. Et le texte là-dessus n'ouvre pas, il est précis, on parle bien de construction. Ça veut dire que cette mesure ne s'appliquerait pas en cas de donation en vue de l'acquisition de la résidence principale. Oui. Alors c'est une petite mesure qu'on a souhaité mentionner, peut-être pour ouvrir un petit peu plus ensuite le champ des réflexions. Lorsqu'on avait préparé en fait cette intervention, au-delà de la gestion fiscale courante en fait de l'entreprise et des restructurations internes de l'entreprise, on s'est dit qu'il pourrait être intéressant également d'envisager les transmissions d'entreprise. Malheureusement, le temps nous est compté, mais c'est peut-être pour les chefs d'entreprise en fait une réflexion maintenant à mener pendant cette période de crise. On constate à la Réunion que de plus en plus d'entreprises vont changer de main, qu'il s'agisse en fait de cession à des tiers ou alors de transmission en fait intra-groupe familial par le biais de cession et ou de donation. Et la crise que l'on connaît actuellement, elle a un impact nécessairement sur les valeurs des entreprises. Et donc ça peut être l'occasion en fait de commencer à réfléchir et même de mettre en œuvre une transmission en fait de l'entreprise. Pourquoi? Parce que lorsque vous transmettez votre entreprise, il y a des droits de donation extrêmement importants qui sont prélevés. Vous avez certes la possibilité, par le biais d'un mécanisme qu'on appelle le pacte Dutreil, de bénéficier d'une réduction de droits de 75%. Mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, si on cumule le mécanisme Dutreil avec aujourd'hui une baisse des valeurs des entreprises, ça peut vous permettre en fait de réduire de manière significative le coût de transmission de votre entreprise. Peut-être Fabrice, quelques mots sur cette problématique à laquelle on est confronté en fait aujourd'hui. Quel est l'impact de la crise Covid sur les valeurs des sociétés? C'est vrai qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer et quelle va être la possibilité de prendre en compte cette décote sur les valorisations d'entreprise. Néanmoins, il est factuel, nous avons une crise sanitaire d'abord, une crise économique ensuite, nécessairement, et certaines sociétés vont connaître certaines difficultés. Alors, il y aura, à mon avis, un sujet, David, sur la valorisation des sociétés en face à cette crise économique. Voilà. C'est un autre chantier, on va dire, ouais, à mener. Nous terminons donc cette intervention en vous remerciant de votre attention. Merci à vous. Merci.